podcast. Qui sera le prochain patron du parti Les Républicains ? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou bien le chef des députés LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez ? Les militants se prononceront les 17 et 18 mai prochains, mais en attendant, la guerre des chefs fait rage à droite. Oui, depuis quelques semaines, les anciens alliés Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez se livrent une bataille sans merci pour gagner la tête de leur parti, une guerre fratricide qui n'est pas sans rappeler d'autres grands duels qui ont eu lieu à droite par le passé, comme si l'histoire se répétait. Mais que se passe-t-il à droite ? Pourquoi tant de haine ? La guerre des chefs est-elle devenue une tradition ? Et quels enjeux se cachent derrière cette élection ? Tout ça, on en parle avec vous, Émilien Warvial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, auteur d'une thèse sur la production idéologique au sein de la droite. Merci d'être avec nous. Et vous, Alexandre Pedro, bonjour. Bonjour. Journaliste politique au journal Le Monde, pour lequel vous suivez la droite. Messieurs, mettons tout de suite fin au suspense. Ce qui se joue derrière cette élection à la présidence du Parti Les Républicains, c'est la candidature à l'élection présidentielle derrière, c'est ça ? C'est pas tout à fait sûr, parce que on a vu dans le passé, notamment avec Nicolas Sarkozy en 2014, que le chef du président du parti n'est pas forcément le candidat. Il y aura sans doute un mode de sélection propre. C'est un avantage certain, mais ça définit pas tout. Puis Laurent Wauquiez a dit que quoi qu'il arrivait, il irait à la candidature pour la présidence. Donc voilà, c'est peut-être un match aller, mais il sera un match retour. Il restera peut-être un match retour, mais je crois qu'ils y pensent tous les deux en ce moment, en se rasant. On va développer tout ça avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive, et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. La guerre des chefs à droite, c'est une sorte de tradition installée dans la vie politique française depuis bien longtemps. Retour en 1974. Cette année-là, le président de la République Georges Pompidou meurt. Il faut alors organiser de nouvelles élections et le parti gaulliste, l'UDR, a déjà son candidat autoproclamé, Jacques Chaban-Delmas. Je viens de dire à mes amis de l'UDR que je compte sur leur appui dans la campagne électorale qui s'ouvre. Je viens également de prendre congé d'eux, car il ne s'agit pas d'investiture. C'est le peuple tout entier qui tranche. Oui, sauf qu'il y en a un autre à droite qui ne l'entend pas de cette oreille-là. Le jeune ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, qui, dès le lendemain de la déclaration de Chaban-Delmas, annonce que je suis candidat à la présidence de la République française. Une candidature qui mettra dans une colère noire Jacques Chaban-Delmas et qui va lancer la tradition de la guerre des chefs à droite. 7 ans plus tard, en 1981, la guerre est de retour. Cette fois, les rôles s'inversent. Ce n'est plus Giscard, le jeune loup, qui fait sécession, mais son ancien Premier ministre, un certain Jacques Chirac. Et il n'est pas tendre avec son ancien patron. Écoutez. Il va bien falloir présenter le bilan du septennat qui s'achève. Sans doute s'efforcera-t-on de nous montrer que ce fut une période paisible et heureuse. Mais globalement, un pouvoir sous lequel en 5 ans le chômage a doublé ne peut plus obtenir l'adhésion confiante et spontanée des Français. L'histoire ne donnera raison à aucun des deux rivaux. François Mitterrand l'emportera finalement. On fait un saut dans le temps. On est maintenant pendant la campagne présidentielle de 1995. Et cette année-là, la guerre des chefs va être particulièrement violente. Elle oppose cette fois le maire de Paris, Jacques Chirac, à son ami, le Premier ministre, Édouard Balladur. Ce dernier va trahir Chirac et se présenter à l'élection. Pendant des mois, les hommes vont se livrer une guerre sans merci qui va déchirer la droite. À peine entendu l'appel au calme par le Premier ministre à l'intention de sa majorité et de son gouvernement, que la politique des petites phrases assassines est repartie.
Et cette fois, les deux amis de 30 ans se les servent eux-mêmes. Jacques Chirac critique la méthode de gouvernement du Premier ministre et rejette sur le gouvernement la responsabilité des divisions. Il n'y a pas de problème de majorité. C'est de mauvaise foi qu'on essaye de transférer sur la majorité des problèmes qui sont exclusivement des problèmes de comportement interne au gouvernement. Lundi matin, le RPR découvre dans le Figaro l'interview du Premier ministre, affirmant que Jacques Chirac, depuis longtemps, est réfugié dans son parti comme dans une citadelle. Face à un balladur donné gagnant, Jacques Chirac s'impose finalement dans les derniers mètres et gagne l'élection. Pour autant, la droite ne sort pas indemne de la bataille. Traumatisée par la violence des affrontements, consciente qu'elle aurait bien pu perdre la présidentielle, elle se le jure, plus jamais ça. Et pourtant, c'est le propre d'une tradition, l'histoire qui se répète. 2005, cette fois, ce sont Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin qui rivalisent pour être le candidat de la droite à la présidentielle de 2007. Et en interne, ça en agace certains, comme Bernard Accoyer, alors président du groupe UMP à l'Assemblée. C'était en septembre 2005. Je ne vise personne, mais je pense que depuis quelques semaines, il y a un certain nombre de déclarations, de petites phrases, de réponses aux petites phrases qui correspondent à ce que l'on a l'habitude d'appeler la machine à perdre. Et les parlementaires UMP, les électeurs des parlementaires UMP ne souhaitent qu'une chose, c'est l'unité et la cohésion. La division, la machine à perdre, comme l'appelle Bernard Accoyer, c'est désormais la bête noire de la droite. Mais chasser le naturel, il revient au galop. On est maintenant en 2012, Nicolas Sarkozy vient de perdre l'élection à la présidentielle et deux hommes s'affrontent pour récupérer la présidence de l'UMP, François Fillon et Jean-François Copé. Et avec eux, la guerre des chefs va atteindre des sommets stratosphériques, encore mieux qu'une série télé, comme le jour du scrutin, le 18 novembre 2012. Fillon-Copé au coude à coude et le dépouillement s'éternise. Le scrutin a connu un succès difficile à gérer, des files d'attente interminables à Nice ou à Paris. François Fillon lui-même a attendu plus d'1 heure pour voter. Des problèmes d'organisation qu'il met sur le compte, sans le nommer, de Jean-François Copé. Ce que je regrette, c'est que l'organisation du vote n'ait pas été plus fluide. Nous avions demandé plus de bureaux de vote. Cela nous avait été refusé. Jean-François Copé préfère ignorer les accusations. Bon, mais il attaque tout le temps, c'est pas le problème. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, c'est pas le sujet. On attend sereinement les résultats. Merci beaucoup. Et les résultats, justement, sont tellement serrés que les deux candidats vont, tenez-vous bien, revendiquer la victoire. Hier, la soirée de l'UMP à la télé, c'était un peu le retour de l'école des fans. À en croire les candidats, tout le monde avait gagné. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages. Mais un peu plus loin, dans un café parisien, Ces résultats me donnent une courte victoire de 200. lui aussi dit avoir gagné. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Après 24 heures de crise, après recomptage des bulletins alors que les deux candidats s'accusent réciproquement de fraude, Jean-François Copé l'emporte finalement à seulement 98 voix d'avance. L'épilogue sanglant de l'une des plus emblématiques guerres des chefs que la droite ait connue. Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi cette satanée malédiction dont la droite n'arrive pas à se défaire ? Et d'ailleurs, que se cache-t-il derrière la nouvelle guerre entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Émilien Warvial, et vous, Alexandre Pedro. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre, Émilien Warvial ? Oui, alors il y a une bataille des chefs qui, je pense, est inévitable dans tous les partis, en fait, où il n'y a pas une direction unique et un petit peu monarchique. C'est pour ça d'ailleurs que ça a commencé à partir du moment où Georges Pompidou, qui était l'héritier légitime de De Gaulle, est mort, et ça arrive dans tous les partis. Au PS, c'est arrivé quand même assez fréquemment. Après, il y a différents facteurs. Il y a des moments où effectivement ça affrontait deux partis et deux lignes, l'UDF et l'URPR. Il y a des moments où ça affrontait des gens qui avaient des légitimités un petit peu égales, Balladur, Chirac, avec des statuts liés au pouvoir important, et puis il y a des moments un peu de transition entre les deux où le leadership est un peu plus incertain. Et ce qu'on sait, c'est que depuis 2012, il n'y a pas de leader incontesté à droite, et donc forcément ça attise les convoitises et les espérances des uns et des autres. Depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est ça ? Qui était le leader incontesté, qui, perdant la présidentielle, a perdu l'assise qu'il avait sur son propre camp. Alexandre Pedro ?
Oui, on voit bien que c'est pas propre à la droite. Le PS a quand même des très belles batailles électorales, entre guillemets. On se souvient, Royal Aubry, c'est quand même du même niveau que Copé-Fillon en termes de bourrage d'urne, de règlement de compte. Et finalement, ce duel, il a un peu surgi avec la popularité naissante de Retailleau au ministère de l'Intérieur. Et voilà, donc il y a une nouvelle guerre des droites qui était un peu inattendue. Il y a un an, on n'aurait pas parié sur un duel Wauquiez-Retailleau. Juste avant de rentrer dans les détails de ce duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, je comprends effectivement, vous dites, bon voilà, ça arrive un petit peu à gauche, à droite, ces guerres des chefs, elles semblent incontournables. Néanmoins, on l'a entendu dans le récit documentaire, la droite a été traumatisée par les déchirements du passé. On l'a dit, Balladur-Chirac, Copé-Fillon, et pourtant, la guerre revient inlassablement. Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a un, ça apparaît particulièrement virulent à droite parce que c'est pas masqué par, on va dire, des affrontements entre motions, entre courants, avec toutes les atours idéologiques que ça peut avoir, et c'est directement des conflits de personnes qui ont eu lieu. Donc forcément, ça accentue l'idée que ça va diviser le parti avec des écuries derrière éventuellement, même si elles sont de moins en moins grandes. Et puis, il y a le fait aussi que il y a des moments de crise comme ça, des moments de rupture de légitimité où, tout d'un coup, en fait, on voit que, par exemple, Balladur, on pensait qu'il y avait un arrangement avec Chirac pour se répartir les rôles, et en fait, non. Il se trouve que, comme toute personne qui a un tout petit peu de popularité en France, elle veut devenir présidente de la République, et donc ça crée, comme ça, tout d'un coup, ces scissions, et comme le parti n'est pas un endroit, et ça a été dit au tout début avec Chaban-Delmas, et pas un endroit où vraiment les conflits sont réglés de manière institutionnelle, et, souvent, ça prend des formes un petit peu virulentes. C'est pour ça que les primaires ont été mises en place, notamment pour essayer de civiliser un petit peu ces dissensions-là. Justement, vous parlez de trahison Balladur-Chirac, ou en tout cas d'un accord potentiel qui avait été passé entre les deux hommes. C'est amusant parce que c'est ce qu'affirme Laurent Wauquiez avec Bruno Retailleau. Il parle d'un pacte passé avec son rival il y a quelques mois. Et pourtant, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, se présente donc face à Laurent Wauquiez pour la présidence du parti. Encore une trahison ? Effectivement, il y a eu un dîner entre les époux Wauquiez et Retailleau, ce qui est très rare. Madame Retailleau, généralement, ne rencontre pas du tout les autres hommes politiques. Et lors de ce dîner-là, Bruno Retailleau aurait dit à Wauquiez, je te laisse la place pour le parti, moi je m'occupe de Beauvau. Et Madame Wauquiez aurait été très désappointée de la trahison de Bruno Retailleau. Quelques mois plus tard. C'est ce que dit en tout cas Laurent Wauquiez comme argument dans Paris Match. Bon, on n'a pas de preuve de tout ça. Laurent Wauquiez n'était pas très clair sur ses ambitions pour le parti. On ne savait pas vraiment s'il voulait le prendre ou pas le prendre. On avait juste compris une chose, qu'il ne voulait pas le laisser à quelqu'un d'autre. Donc là-dessus, est-ce que c'est une trahison ? C'est vrai, il n'y a pas les mêmes relations entre les deux qu'entre Balladur et Chirac. Balladur et Chirac, c'est les fameux amis de 30 ans. Retailleau et Wauquiez, ils se connaissaient pas plus que ça, parce que Retailleau, faut pas oublier, il est jeune dans le sein du parti, il est arrivé en 2012 à l'UMP, donc il n'a pas tout cet antécédent comme pouvait l'avoir Chirac et Balladur. Il y a une archive que je voudrais vous faire écouter, elle date de juin 2019. Bruno Retailleau est interrogé par Léa Salamé sur France Inter sur la succession de Laurent Wauquiez au poste de président du parti LR. Laurent Wauquiez qui était donc le président du parti LR à l'époque. Bruno Retailleau refusait de se présenter face à Christian Jacob. On l'écoute. Vous n'êtes pas candidat. Non, je ne serai pas candidat. On disait que vous aviez un boulevard pour prendre la tête de LR. Ça, c'est une chose, mais si j'ai pris cette décision, d'abord parce que j'ai considéré que la droite avait vraiment pas besoin de nouvelles guerres des chefs. Est-ce que vous imaginez que le président du groupe à l'Assemblée et le président du groupe au Sénat s'opposent ? Ça serait la mort. On n'en a pas besoin. Au point, on en est. C'est Christian Jacob qui héritera finalement du trône. À noter que Bruno Retailleau sera candidat à la présidence du parti LR en 2022 face à Éric Ciotti et Aurélien Pradier. Et c'est Éric Ciotti qui gagnera l'élection. On l'a entendu dans l'archive. Il n'est pas dupe, Bruno Retailleau. Il a bien conscience qu'il déclare une nouvelle guerre des chefs en se présentant. Oui, évidemment, après, il y a toujours moyen de faire penser que c'est pour l'intérêt général, sachant la situation, sa position de ministre, évidemment, c'est assez avantageux. Mais il a aussi conscience que c'est un moment de sa vie politique qui est différent de 2019. C'est-à-dire 2019, même s'il a une bonne assise sur le groupe sénatorial, il n'a pas la même importance au sein du parti qu'auparavant. Alors que Christian Jacob, sans être un meneur d'hommes, a quand même une position consensuelle dans le parti. Donc, le match ne se joue pas tout à fait. Il sait qu'il a des choses à perdre. Là, il a un vrai coup à jouer. On verra ce que seront les résultats, mais il sait qu'il y a match avec Laurent Wauquiez et du coup, ça attise forcément un petit peu plus les ambitions.
Alors regardons un petit peu de plus près cette campagne. Au début de la campagne, donc en février grosso modo, ils promettaient l'un l'autre, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, il n'y aura pas de petites phrases assassines, pas de boules puantes, pas de coups en dessous de la ceinture pendant la campagne. C'est sa grande expression, hein, les petites phrases à Laurent Wauquiez. Écoutez justement cette archive de 2006. À l'époque, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin se faisaient la guerre. On écoute. Ce qui en est résulté, c'est surtout de dire on veut sortir justement des petites phrases. Arrêter cette espèce de cinéma, ceux qui ont des choses à porter, qu'ils le portent sur le fond et pas par cette espèce de petit jeu de guérilla urbaine. Alors, si on fait un petit peu le bilan de cette campagne 2025, est-ce qu'il y a eu petite phrase ou pas petite phrase? Promesse tenue ou pas promesse tenue? Non, il y a petite phrase, évidemment, surtout de la part de Laurent Wauquiez, qui est dans une position un peu de challenger, donc il a une campagne un peu plus, pas agressive, un peu plus offensive, limite troll par moment. Sa stratégie, c'est de taper sur le gouvernement de Bayrou, sur François Bayrou, dire qu'il est impuissant, qu'il ne fait rien, qu'il va augmenter les impôts, et après de se retourner vers Bruno Retailleau et lui dire « Ah, regarde, mais pourquoi es-tu solidaire de ce gouvernement ?» Donc voilà, il essaie de lui refiler le mistigris de l'impuissance gouvernementale sur Retailleau. Retailleau, lui, j'ai encore reparlé hier avec un de ses conseillers, il dit « Nous, notre position, c'est de ne pas réagir ». C'est une question qui n'est pas évidente parce qu'il est sur la défensive et quand il essaie de réagir, à un moment, il lâche cette phrase cette expression un petit peu de boomer, la caravane passe, le chien aboie. Wauquiez saute dessus en disant limite il m'a traité de chien. Alors en termes de punchline, c'était pas vraiment Booba pourtant ce qu'allait sortir Retailleau. Mais voilà, on sent que Wauquiez est prêt à prendre la moindre petite phrase et l'exploiter. Où Retailleau est plus sur une campagne un peu plus institutionnelle. Et ça ressemble beaucoup finalement à la campagne Fillon-Copé. Copé, lui, avait plutôt la main sur le parti, et Fillon était le premier sortant, donné favori, plus connu, et donc il avait fait une campagne plus institutionnalisée, plus calme, là où Copé était plus agressif. Et donc là, on retrouve un peu les deux rôles. Et chez Wauquiez, on cite clairement en exemple la campagne de Copé de 2012. Du coup, si je comprends, il y a un petit peu tous les ingrédients dans cette campagne pour faire de nouveau exploser la droite. En fait, la guerre, on la verra surtout le soir du 18. Alors, s'il y a 60-40 pour un candidat, le match sera plié, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous êtes à 2 points d'écart, 1 point d'écart, là, ça risque d'être très compliqué, il y aura recomptage. C'est surtout l'écart qui peut déclencher une guerre. Si un des candidats s'estime lésé, c'est là où il y a le vrai risque du conflit. Il y aura aussi sans doute négociation sur finalement si je vaux 49%, il n'y a pas de raison que l'appareil soit tout entier aux mains du président, ce qui est le fonctionnement normal de LR. Le président a un énorme pouvoir de nomination sur le bureau politique, etc. Évidemment, il n'est pas seul, il y a beaucoup de notables, d'élus, etc. Mais il a quand même un pouvoir de formation du parti qui est important. Et souvent, ce qui s'était passé, c'est que voilà, on accorde des sièges aux uns et aux autres pour s'accorder, des genres de parité dans les instances entre les soutiens des uns et des autres pour apaiser un peu le parti. Pourtant, malgré cette guerre, et là je me tourne vers vous, Émilien Warvial, les deux hommes sont grosso modo, on a l'impression, sur la même ligne, celle d'une droite conservatrice. En gros, ils ont à peu près les mêmes idées. Déjà, est-ce que c'est le cas? Et ensuite, si oui, ça veut dire qu'on joue la campagne sur quoi? Sur l'incarnation, c'est ça le sujet? Oui, alors d'ailleurs c'est intéressant parce que ça fait écho à l'archive de Wauquiez que vous avez ressorti. C'est finalement arrêtons les petites phrases, faisons ça sur le fond, mais il n'y a pas de différence de fond énorme. Quand on écoute ce qu'ils disent aux adhérents dans leurs différents meetings, c'est la même chose. C'est essentiellement parler de l'immigration, de la sécurité, éventuellement des propositions de fermeté interinstitutionnelle, et puis un grand libéralisme économique, les systanais, etc. Donc finalement, il faut bien se distinguer sur quelque chose. Donc Bruno Retailleau a pour lui sa position ministérielle, qui lui donne un capital politique sans équivalent, et du coup Laurent Wauquiez, c'est pour ça, est obligé d'aller s'y opposer, donc va trouver, donc les questions de style et de personnalité sont un peu compliquées à attaquer sans paraître mesquin, et donc ça va se jouer sur la question de la participation au gouvernement. Est-ce que, oui ou non, on est trop solidaire de François Bayrou? Est-ce qu'on est trop dans le compromis avec le centrisme? Donc finalement, de le mettre face à les difficultés inhérentes à l'action ministérielle, c'est pas d'une plus grande sportivité, mais ça joue, comme on dit. Ouais, ça peut marcher. Je pense qu'il y a un petit effet déjà auprès des électeurs. Il y a des différences entre les deux. Par exemple, on va dire que Wauquiez a un côté plus droite sociale, droit du travail, sur l'assistanat. Mais médiatiquement, c'est pas ce qu'il prend. Ce qu'il a pris, c'est quand il était allé
plus sur la droite de Retailleau en proposant d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ça qui marche, et ce qui marche aussi, c'est taper sur Bayrou. Ça aussi, ça marche auprès des électeurs. Finalement, ils sont assez d'accord sur beaucoup de choses. Ça joue sur l'incarnation, la personnalité, et là, ils sont assez différents, avec quelqu'un qui a une image d'intégrité, l'autre une image un peu plus d'insincérité. Donc, et c'est là-dessus, sans doute, que les électeurs vont se décider. Je reviens sur cette mesure proposée par Laurent Wauquiez, qui a fait beaucoup réagir. Voilà, on a l'impression qu'il essaye de se démarquer. Laurent Wauquiez, pour rappel, a fait une proposition choc, celle d'envoyer les étrangers sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce petit archipel français au large du Canada. On va pas revenir sur le fond de la proposition, c'est pas le sujet bien sûr, mais plutôt sur la forme. La proposition, quoi qu'on puisse en penser, elle fait son chemin dans le débat public. Elle a occupé un petit peu l'espace médiatique. Paris gagné pour Laurent Wauquiez ? Ce qui se dit en interne, c'est que Wauquiez a peut-être créé un petit mouvement, un petit buzz là-dessus, mais qui le paiera plus tard parce que, en termes de crédibilité présidentielle, ça fait pas très sérieux, ça fait pas très présidentiable. C'est ce qui se dit de la part des gens proches du Retailleau, ou même des gens un peu non alignés au sein du parti. Wauquiez, lui, part d'un principe, c'est de dire aujourd'hui, le problème du pouvoir, c'est qu'il est impuissant. Donc pour remédier à cette impuissance, c'est un peu du césarisme, il faut des mesures radicales qui tranchent. Et il est assez persuadé de ça, il pense que c'est assez bordé juridiquement, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas dans la zone Schengen. Voilà, donc il assume complètement cette proposition, et il est persuadé que ça portera ses fruits. Donc on verra bien le 18. En tout cas, cette nouvelle guerre, j'ai l'impression qu'elle a un effet positif pour le parti Les Républicains, parce qu'on observe depuis quelques semaines une explosion du nombre d'adhésions. Le parti est passé de 40 000 membres à, je sais plus les derniers chiffres, on est à 100. Le chiffre officiel est 123 814, 815. Ce qui en fait le nouveau premier parti de France, qui est repassé devant le Rassemblement National, qui avait ce statut-là depuis quelques années. Paris gagné pour Les Républicains ? Honnêtement, ce qui est très paradoxal, c'est que les adhérents LR, ils craignent une guerre des droites, et en même temps, ils reprennent leur carte pour cette guerre des droites, pour l'arbitrer. Donc ça prouve bien que quand il y a un débat démocratique à trancher, une compétition, les gens ils viennent pour ça. Et c'est une très bonne nouvelle aussi pour les finances du parti aussi. C'est effectivement un bon signe, de manière générale, que ce soit pour les élections, pour nationales ou les élections de parti, ça montre que quand en fait les gens se déplacent quand ils pensent qu'il y a un enjeu. Et donc effectivement, dans cette guerre très médiatisée, avec deux personnalités quand même de premier plan sur la scène politique, oui, il y a un enjeu évident pour les électeurs. Et par ailleurs, c'est un parti qui fonctionne un peu sur le soutien des grandes personnalités. Donc c'est un parti supporter. C'est un parti de supporters. C'est des gens qui viennent là pour soutenir quelqu'un. Évidemment, qui a des idées, qui a un programme, qui a une vision, etc. Mais ils viennent pour soutenir quelqu'un pour qu'il accède à des positions de pouvoir. Donc, il est évident que là, chacun s'est inscrit pour essayer de soutenir ou Wauquiez ou Retailleau, sachant en plus qu'ils ont bien conscience que la présidentielle, c'est dans 2 ans, que les choses se feront assez vite et que, LR, malgré tout, a réussi à garder une position importante dans la vie politique, malgré ses scores électoraux très compliqués, pour le dire poliment. Et donc, oui, alors c'est pas énorme par rapport à l'histoire politique française, mais ça montre que c'est un parti qui peut mobiliser les gens, ce qui est effectivement pas le cas de tous les partis. Les proches de Bruno Retailleau disent que c'est grâce à lui qu'il redonne foi aux militants. Bon, alors bien sûr, ce sont les proches de Bruno Retailleau, ils défendent leur chapelle, mais effectivement, Bruno Retailleau, on l'a appelé le phénomène politique de l'hiver. Vous l'avez dit, il surfe un petit peu sur sa notoriété en ce moment. Est-ce qu'il provoque cet appel de militants ? Déjà, sans lui, il n'y aurait pas eu ce match ou cette guerre entre les deux. Et c'est la première fois depuis, Emilien sera mieux que moi, depuis quelques années, où une personnalité de droite LR émerge comme ça médiatiquement. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Après, relativisons, notamment sur les sondages. Non, c'est très intéressant, c'est pour la première fois il a été testé sur les sondages présidentiels. Il est autour de 10% sur les différents instituts, et par exemple, il reste toujours à 13-14 points d'Édouard Philippe. Donc j'en parlais avec un proche conseiller de Wauquiez qui me dit « Ok, Laurent, il est peut-être à 5%, mais Retailleau, finalement, il est encore à 15% de Philippe. » Ça montre bien que l'idée de Retailleau, notre sauveur, on va gagner l'élection présidentielle grâce à lui, dans les faits, c'est pas encore le cas. Dans les faits, il n'y a pas un monde où LR est au second tour de la présidentielle pour l'instant.
à 2 ans d'élection. Donc il faut relativiser ce retour de flamme de LR. Le parti reste quand même encore fragile et il sort quand même de catastrophes industrielles sur sur les européennes, les présidentielles. Donc voilà, ça va mettre du temps quand même à revenir au beau fixe. Pourtant, l'un et l'autre espèrent être le candidat LR à l'élection de 2027. Est-ce qu'ils ont vraiment une chance? Est-ce qu'il y a vraiment une voix face à un Édouard Philippe qui semble ultra populaire, vous l'avez dit, face à une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella, également extrêmement populaire, entre Édouard Philippe et le Rassemblement national? Est-ce qu'il y a vraiment une voix? On peut dire 2 choses. Un, c'est qu'évidemment, on peut jamais prévoir totalement. On n'est jamais, l'histoire française, elle l'a montré, on n'est jamais protégé des accidents. Après, il y a aussi une réalité qui est, voilà, cet étiage qui est quand même assez structurel de entre 5 et 10% à 10% législative parce qu'on est un petit peu ancré dans certains territoires. Donc, oui, c'est très problématique et ça montre bien finalement ce paradoxe-là qui est que il y a un regain au niveau des adhérents, qui sont souvent des gens qui d'ailleurs étaient partis il n'y a pas si longtemps que ça des Républicains. Donc, en fait, on peut remobiliser des gens qui sont vraiment le cœur militant, qui sont là pour LR, pour l'amener au pouvoir. Après, au niveau des électeurs, c'est quand même pas la même chose. Ça n'a une popularité compris au sein chez des électeurs RN ou Ensemble ne signifie pas qu'ils vont voter pour quelqu'un des Républicains. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas forcément de raison de se réjouir trop vite. Ils n'ont de sens de choix que de croire en leur destin de parti de la Ve République. Mais voilà, il y a un moment donné, il n'y a pas de miracle. Et les électeurs aussi ont bien compris que quelque part, la droite de gouvernement, elle pouvait aussi exister, pas que au niveau des Républicains, mais Édouard Philippe, par exemple, le symbolise bien, quoi. Quand vous parlez avec certains cadres du parti, ils vous disent que peut-être, il faudra aussi prendre ses responsabilités à un moment, qu'il ne peut pas y avoir 2 candidats de la droite, et quand je dis de la droite, j'incorpore par exemple Édouard Philippe, et que s'il y a 6 mois, 8 mois de l'élection, le candidat LR il est à 7-8% et qui risque d'empêcher un Édouard Philippe d'aller au second tour, il faudra prendre ses responsabilités. C'est un discours qui n'est pas audible en ce moment, parce qu'il y a une campagne interne. Vous n'allez pas dire, peut-être qu'éventuellement, dans un an, on s'allie avec Édouard Philippe. Donc c'est pas envisageable pour l'instant, mais c'est dans un coin de la tête de beaucoup de députés, sénateurs, en disant, faudra qu'on assume nos responsabilités en temps et en heure. Bon, on le comprend, en tout cas... La marche pour la présidentielle est encore bien loin, mais par contre, la marche pour la présidence du parti LR arrive très vite. La guerre des chefs à droite est en cours. Elle se termine. On attend donc les 17 et 18 mai prochains pour avoir les résultats. Qui l'emportera entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau? Le suspense reste entier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilien Warvial, politiste, et merci Alexandre Pedro, journaliste politique au Monde. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.